organizzatori per questa importantissima occasione di scambio et di lavori. Je vais vous proposer d'évoquer le rôle du patrimoine culturel dans le double enjeu de la conservation préventive, de la transition écologique et numérique sous l'angle de la conservation préventive, avec justement une approche multidimensionnelle dont Vincent vient d'évoquer les enjeux, avec deux programmes, donc le programme Espadon, un premier, et EPICO, dans lequel nous allons nous insérer avec le partenaire de ce programme de recherche. Et avec deux exemples d'intégration de modèles numériques qui vont être le projet d'analyse, le software d'analyse climatique, Climate Graphic Software, pour justement l'interprétation des données climatiques dans le démarrage historique et pas que, et le projet d'imagerie hyperspectrale, HyperPICO. Permettez-moi de représenter un exemple que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, mais qui est essentiel à mon avis pour la suite de mon discours et pour évoquer pourquoi ces deux domaines sont étroitement liés, au moins pour la conservation préventive des démarres historiques. Et c'est justement le traitement d'air, des espaces muséographiques des démarres historiques, parce qu'on sait que le patrimoine monumental joue un rôle important sur le climat local, et en particulier le chauffage en hiver et la climatisation en été engendrent des émissions de gaz à effet de serre importantes. Et cela donc nous amène à une question: comment conserver nos collections d'un point de vue climatique, c'est le sujet, quand on sait qu'elles nécessitent des conditions, des cibles, des températures relatives adéquates à leur fragilité. Et c'est pour trouver justement des solutions à cette approche qui semblerait être dichotomique, mais il ne l'est pas à mon point de vue, qu'on propose justement d'aborder la question différemment avec notre programme de recherche. Mais avant tout, je vous représente, pour ceux qui l'ont déjà vu, ces cas emblématiques, qui est celui du grand appartement de la reine du château de Versailles. Cette enfilade fait partie justement d'un ensemble d'espaces qui avaient été prévus, pour lesquels des grands travaux avaient été prévus en 2014 afin de mettre en sécurité les réseaux techniques et de réaliser de nouveaux traitements d'air. Mais avant les travaux de mise en norme, en effet, de traitement, de réfection des réseaux techniques, le département de la conservation avait réalisé 1000 constats d'état environ sur tous les objets du périmètre, et l'état des collections, il se trouve qu'il était satisfaisant, malgré la présence d'objets potentiellement fragiles comme le cerf-bijou de la reine constitué des matériaux hétéroclites. En dépit, paradoxalement, vous le voyez dans le même slide, d'un climat des salles qu'on pourrait définir des critiques, et en tout cas fortement éloigné des standards muséaux, les fameux 55 plus ou moins 5 pour les matériaux hygroscopiques. Et avec par exemple des fluctuations jusqu'à 25% en 24 heures. Donc, le diagnostic des conservateurs nous a amené à minimiser les travaux de climatisation, alors que le diagnostic des études thermo-aéroliques des ingénieurs nous amenait plutôt à l'implantation d'équipements très importants avec des aberrations, comme par exemple l'installation des grilles d'essoufflage à l'emplacement historique des objets, à leur emplacement historique. Donc, c'était pour traduire en effet finalement des préconisations de conservation trop stricte qu'on arrivait à ces aberrations. Et c'est face à cette anomalie que le directeur du château de Versailles, du musée, avait décidé de faire un point sur l'état des connaissances en matière de conservation préventive des démarres historiques, que j'allais ensuite transformer dans le programme EPICO, European Protocol in Preventing Conservation. Et pour l'exemple en question, donc les résultats successifs et de l'application de la méthode d'évaluation EPICO nous a permis d'élargir les seuils de fluctuations admises pour les collections, sans porter atteinte à leur conservation, justement, de minimiser l'invasivité des machines et de réduire d'environ un tiers la consommation d'énergie et des émissions de CO2. D'un autre exemple, du corps central sud du château de Versailles, qui conserve parmi les collections les plus précieuses, avec par exemple l'appartement de la reine, notre plage de contrôle pour le climat est entre 17 et 25 degrés, entre 40 et 70% d'humidité relative, avec des fluctuations admises jusqu'à là de 10% en 24 heures. Cependant, il est nécessaire d'aller plus loin, car le coût de l'énergie et le changement climatique en cours
évolue à une vitesse sans précédent. Donc les nouvelles centrales des traitements d'air telles qu'elles ont été conçues pour 2019, elles ne sont plus à mesure aujourd'hui de réguler le climat sur les plages que je viens d'énoncer, à cause d'événements climatiques extrêmes et à cause aussi des besoins de sobriété énergétique. Donc on vient d'évoquer le problème. Donc on se pose ces questions. Les conservateurs ainsi que les chargés des équipements techniques se demandent en effet si on peut élargir les seuils de fluctuations journalières de 10 à 15%, voire plus. Est-ce que cet élargissement va porter atteinte à la conservation des collections? Si ça ne va pas engendrer des problèmes pour la conservation, vaut-il vraiment la peine donc d'installer de nouvelles centrales de traitement d'air qui vont être invasives pour l'architecture? Et sinon, quels sont les espaces qu'il faut privilégier et quels sont les types de traitements qu'il faut privilégier en prenant en compte également l'évolution climatique d'ici 100 ans? Parce qu'évidemment, tout ce que nous allons installer actuellement aura une répercussion pendant minimum 100 ans, ne serait-ce que pour l'emplacement physique de ces machines dans l'architecture. Et donc, depuis 2005, nous nous y intéressons avec ce programme de recherche, EPICO, qui est un outil d'aide à la prise de décision. C'est une méthode de diagnostic spécifique pour les collections des mers historiques. On verra plus tard, si vous avez des questions, pourquoi c'est particulièrement pertinent dans une demeure historique plutôt que dans un autre musée de mettre en place en effet cette approche inédite intégrative, je dirais, parce qu'on tente de mettre en relation avec des fonctions mathématiques relevant des conditions de conservation, donc de l'environnement, avec l'état des collections, prenant en compte également le système de gestion du site et des collections. Chaque étape de la méthode, on arrive vraiment au vif du sujet sur la transition numérique, demande de collecter des informations issues des mesures multimodales, multiphysiques, multi-échelles, multitemporelles, comme vient de le dire Vincent. Quelques exemples. Multimodales car on a des textes, on a des images, on a des descripteurs qui sont plus ou moins intégrés dans un modèle numérique représentant la complexité du système de mer historique, mais également multi-échelle car l'évaluation peut être réalisée sur l'ensemble des éléments, c'est-à-dire sur tous les objets, sur tous les décors d'une demeure historique, mais également grâce à un échantillon statistique sur une partie seulement représentative de l'ensemble pour une question de temps, avec une approche similaire à ce qu'on fait par exemple en épidémiologie. Mais multi-échelle aussi parce qu'elle a été conçue pour un suivi dans le temps des conditions et de l'état de conservation des collections. Multiphysique également parce qu'on intègre des mesures du climat, de l'éclairement, de l'empoussièrement, des polluants, et l'interaction entre tous ces éléments est gérée par des fonctions mathématiques sur Excel. Le choix d'Excel a été validé par un comité scientifique et s'était porté sur ce logiciel initialement pour des raisons évidentes de transmissibilité et également de sauvegarde du contenu de la vraie valeur scientifique de la méthode, c'est-à-dire de la méthode de calcul, de relation qu'il y a entre tous les éléments, tous les descripteurs de cette méthode. Toutefois, Excel présente des limites d'ergonomie et des capacités également de lecture transversale, multi-échelle, notamment en ce moment où on essaie de mettre en relation, par exemple, le climat local avec le climat national et le climat international. La méthode d'évaluation, donc on essaye de cacher en réalité tous ces aspects complexes parce que le but justement n'est pas di crogiolarsi, de tarder justement dans la complexité du système. L'idée c'est justement de ramener le conservateur, le temps du conservateur vers l'interprétation des données. Donc celui que vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres de résultats de l'évaluation avec un classement de causes actives de dégradation des collections. De la plus importante à la moins importante, donc justement l'idée c'est d'aller tout de suite vers ce qui pose le plus de problèmes en effet pour les collections, avec quels moyens et quelles ressources nous pouvons apporter des solutions. Et justement, l'accessibilité de la méthode EPICO a représenté l'une des préoccupations majeures de notre programme de recherche depuis ses débuts. Dans cette diapositive, vous voyez le même graphique, mais pas en 2D, en 3D, en 3 dimensions que vous avez vu tout à l'heure. C'est un état de projet, justement. Et l'opportunité offerte, justement, par Espadon
nous permettra de disposer d'un écosystème écosystème structuré dans lequel entamer justement cette transition numérique. Donc il s'agit pour EPICO, pour la conservation préventive, de consolider, de garantir l'interopérabilité de toutes les bases de données qui vont enrichir, qui ont déjà enrichi la base des données EPICO, et le transfert dans une technologie, dans une nouvelle plateforme digitale permettra également d'intégrer des informations locales et internationales pour avoir une vision plus complète, encore plus systémique. Le logo du ministère de la Culture, du projet Espadon et du réseau des résidences royales européennes, c'est pour évoquer en effet qu'on s'en sert dans le cadre de ces orientations, dans ce cadre, dans cette impulsion. Je vais poursuivre, je vais terminer avec 4 exemples concrets. Donc, vous voyez représenté, c'est juste pour évoquer l'ensemble des causes actives des dégradations auxquelles on va aboutir en poursuivant l'évaluation EPICO. Et il faut savoir que chacune de ces causes actives peut être aussi, de manière plus microscopique, être étudiée, analysée par des approches spécifiques. C'est le cas par exemple de notre système de gestion des contaminants biologiques et que nous avons conçu depuis 2015 justement avec l'aide également du CICRP, avec un système de suivi des nuisibles qui commence à être assez bien rempli parce que nous avons une statistique assez dense depuis quelques années, et on l'a conçu pour justement s'intégrer dans l'ensemble, dans la structure d'EPICO pour pouvoir faire des lectures transversales. Il en va de même par exemple pour l'évaluation des dégradations évolutives qui est faite chaque lundi pour nos équipes de restaurateurs et de la vitesse d'empoussièrement. Tous ces aspects également sont liés aussi au changement climatique, à l'ouverture des fenêtres, à l'utilisation des filtres, de la climatisation. Tous ces aspects sont étroitement liés. Ces rapports sur Excel vont pouvoir justement rentrer dans la base de données EPICO. 2 projets plus ambitieux, je vais conclure, il ne me reste que 60 secondes. Le projet d'analyse climatique Climate Graphing Software, qui est un logiciel qui a déjà été conçu par le château de Versailles et a fait l'objet justement il a été déposé auprès de la Fondation des sciences du patrimoine avec d'autres partenaires, le laboratoire SATI, l'université des Cergy, justement pour le rendre un accès ouvert, pour permettre des analyses multi-échelles, pour analyser le climat local en relation avec l'état de nos collections, mais aussi pour le mettre en relation avec les évolutions du climat national et international, justement pour ces aspects d'événements climatiques extrêmes dont je viens de parler tout à l'heure. Et un autre projet appelé HyperEPICO, également avec le même partenaire, qui envisage en effet de répondre aux questions que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se permettre d'élargir les seuils de fluctuation à plus de 15%. Pour le savoir, il faut connaître le point de non-retour, le point des modifications irréversibles des collections. Et justement, nous avons déposé ce projet à la Fondation des sciences du patrimoine pour mettre en place un nouvel outil d'imagerie hyperspectrale couplé à de la modélisation 3D, avec des points novateurs, notamment, je pense, à l'ancrage de ces images hyperspectrales dans l'espace, pour pouvoir suivre dans le temps ces modifications dans des salons de test et comprendre si oui ou non, en effet, nos collections sont capables de supporter ces deux aspects évolutifs qui sont le changement climatique et cette contrainte justement de sobriété énergétique. Merci.